Salut à toi entrepreneur, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, sujet bouillant d'actualité. On l'entend souvent, voilà, le débat est souvent sur la table. Faut-il vendre sa résidence principale pour soit enchaîner les investissements ou pour être plus à même de se faire financer pour un investissement locatif? Alors, il y a différents courants. Il y a des formateurs qui parlent de oui, il faut être propriétaire parce que ça rassure le banquier, d'autres non. Moi, je vais parler encore une nouvelle fois chiffres. Vous me connaissez, Kevin Marie Cueller sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, et donc à la tête du Club des investisseurs avec Cédric Anissette maintenant depuis 2 ans. Voilà, nous on est un petit peu dans la précision, dans l'orfèvrerie de l'immobilier. On va revenir au conseil de la stabilité financière, qui n'était, j'ai d'ailleurs fait une vidéo là-dessus, qui n'était que de la poudre aux yeux pour nous investisseurs. Donc le passage de 33 à 35%, le passage de 15 à 20% de pourcentage de dossiers dérogatoires. Donc ça peut nous intéresser. Et le passage de 25-27 ans de l'allongement des crédits. Donc on se dit, pour les primo-accédants, c'est vrai que c'est intéressant puisque ça augmente la capacité d'endettement à la fois sur le passage des 2% et sur l'allongement de crédit. Maintenant, il ne faut pas oublier qu'en allongeant les crédits, c'est les banques qui se rémunèrent mieux et que là, on vient de passer une barre historique sur un taux global d'intérêt. Si on fait 15, 20, 25 ans, on est à 1,07 actuellement. Donc, les banques ont besoin de se rémunérer, donc elles allongent les durées de crédit. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est que dans le même temps, il y a d'autres choses qui sont passées un petit peu inaperçues, notamment l'arrêt, je vais mettre un warning, du calcul différentiel. Donc rapidement, qu'est-ce que c'est le calcul différentiel? Pour calculer une capacité d'endettement, il y a deux façons de faire. Il y a la formule classique, tout simplement, vous allez avoir, le banquier va prendre d'un côté vos charges, donc ça va être votre futur crédit pour votre investissement, et de l'autre côté, vos revenus restent à vivre. Ou d'ailleurs, il va y englober tout de suite votre futur loyer qui va pondérer de 30%. Donc vous avez d'un côté votre crédit, de l'autre, en gros, vous avez votre salaire plus votre futur loyer. Là, en faisant cette technique, en fait, les banquiers ne faisaient pas de différence entre les bons et les mauvais investissements, puisqu'on est d'accord que, enfin en tout cas, ils ne le mettaient pas en avant, puisqu'on est d'accord que votre crédit est toujours le même. En calcul différentiel, on va parler d'effort d'épargne. C'est-à-dire que dans vos charges, normalement, en classique, il n'y a que votre crédit. On va tout de suite y intégrer, faire la soustraction de votre coût de crédit et en déduisant votre montant de loyer, ce qui est normalement logique. Donc si vous avez 1000 de crédit, mais que vous avez un loyer pondéré déjà de 30%, mais à 800 euros, dans la case charge, vous n'aurez pas 1000, mais vous n'aurez que 200. Et forcément, quand on part sur un quotient, un rapport, si on diminue la ligne du haut, c'est beaucoup plus intéressant parce que ça peut faire baisser considérablement le taux d'endettement. Je prends même un exemple encore mieux, c'est-à-dire qu'en calcul différentiel, si vous avez 1000 de crédit et que derrière vous avez 1400 euros de loyer qui rentre, vous allez avoir un taux d'endettement qui va être annulé et au contraire, les 400 euros vont venir dans la catégorie reste à vivre. Donc, si vous n'avez que ça autour, vous allez avoir un taux d'endettement à 0 puisque vous n'aurez rien à payer et que vous allez gagner de l'argent. Voilà, donc c'était une petite aparté. Donc, ce calcul différentiel, il est en train de disparaître. À partir de septembre, même les banques vont être sanctionnées. Donc ça nous intéresse. Voilà. Deuxièmement, je vous donne une autre statistique. Sur 2020, 20% de refus d'obtention de prêt, alors que d'habitude, on est aux alentours de 5%. Donc ça, c'est à prendre en compte, beaucoup plus que ces statistiques qui ne servent à rien pour nous. Et troisième statistique, c'est que sur 2020 aussi, 95% des financements ont été obtenus avec un apport entre 10 et 20%. Donc voilà un petit peu le tableau qu'il faut dresser avant de dire oui, il faut vendre sa RP, non, il ne faut pas la vendre. Donc moi, je vais trancher. Pour moi, vu la conjoncture actuelle, vu le durcissement des conditions, il y a même certaines banques, on parle de certaines banques qui refuseraient complètement de financer des investissements locatifs. Moi, je pense que oui. Si de nos jours, vous voulez faire de l'investissement locatif ou enchaîner des investissements, pour moi, il faut vendre votre RP. Pourquoi? Parce que déjà, il faut savoir qu'une RP, ça coûte. Donc, une RP, on est d'accord, on est dans la catégorie charge, d'accord? C'est-à-dire qu'on a un crédit dessus, on a des charges afférentes dessus, taxes foncières, taxes d'habitation, charges courantes, d'accord? Donc, ça coûte et en retour, on n'a pas de loyer qui tombe. Donc déjà, ça, c'est un point à prendre en compte. Ce point-là, plus ces trois mauvaises nouvelles, font que
Ben oui. Donc pour moi, il faut vendre ses RP actuellement. C'était peut-être moins évident il y a quelques temps parce que ça va nous permettre d'augmenter notre capacité d'endettement. Puisque forcément, si j'avais une RP à 2 000 € par mois, donc ce qui correspond à 400 000 €, ben, si j'enlève ce crédit, hop, je me retrouve sans cette charge. Alors oui, il faut que je me reloge, bien évidemment, mais je peux faire en sorte de trouver un logement locatif moins cher. C'est un effort à faire, moins cher que la résidence principale. Ensuite, le deuxième point, c'est que, et je vous l'ai dit, maintenant, sur 2020, on demande de l'apport. D'accord? Ben forcément, si vous vendez votre RP, que vous êtes un petit peu malin, vous allez sûrement récupérer une plus-value parce qu'en général, à moins d'être en zone rurale, sur les 30 dernières années, on est sur une tendance haussière de l'immobilier globalement. Paris, sur les 25 dernières années, c'est x5. Donc, ça va vous permettre d'avoir justement de l'apport pour rentrer dans les clous au niveau des banques. D'accord? Et le troisième point qui, à mon sens, est important, c'est que, c'est une petite astuce, beaucoup le font, c'est qu'en étant plus propriétaire, vous allez pouvoir faire passer un projet d'investissement locatif en RP. Et on sait très bien que, les banques sont plus à même de financer des résidences principales. Encore une fois, le banquier, une fois que vous l'avez fait, il veut que vous remboursiez votre crédit. Voilà. Mais vous pouvez très bien amener un projet d'investissement locatif face au banquier en lui faisant croire, mais vous n'irez pas en prison, beaucoup le font, que c'est un investissement, que c'est une RP alors que c'est un investissement locatif. Donc voilà, pour ces trois points, augmentation de la capacité d'endettement, besoin d'apport, on s'adapte à la conjoncture. Il y a eu beaucoup de refus parce que manque d'apport, puisque les banques se protègent plus parce que les taux d'intérêt sont tellement rapidement votre bien en cas de coup dur, elles le vendront entre 10 et 20% moins cher pour le vendre tout de suite. C'est pour ça qu'on demande de l'apport, que les banques demandent de l'apport. Et ensuite, troisième astuce, pour faire passer son investissement locatif en RP, donc pour mettre toutes les chances de son côté. Voilà, donc pour moi actuellement, je pense qu'il est plus intéressant de vendre sa RP pour investir dans le locatif ou enchaîner les investissements, plus qu'à une certaine période. Ça reste que mon point de vue, mais j'espère que j'ai été suffisamment clair pour vous faire comprendre par des chiffres que c'est à mon avis une nécessité pour pouvoir accélérer et générer des revenus locatifs. Allez, affaire à suivre.